Valentin AUI avec les aveugles et les malvoyants, Agir pour l'autonomie, Comité de Charente-Maritime. Flash info numéro 41 de mars 2019. L'adresse 20 rue Gambetta 17000 La Rochelle. Le téléphone 05 46 41 26 03. Je répète 05 46 41 26 03. Au sommaire de ce numéro, nous retrouverons l'éditorial, la rubrique La vie de l'association, les matériels adaptés, l'accessibilité, la chronique sociale et juridique, l'aspect culture et loisirs et le dossier santé des yeux. Éditorial 130 ans et 1 an. Notre comité AVH de Charente-Maritime fête cette année 2 anniversaires. Le premier se rapporte à la création de l'association Valentin AUI en 1889 à Paris, non par Valentin AUI lui-même, comme pourrait le laisser suggérer le nom de notre association nationale, mais en son honneur. Et le second se réfère à la création de la page Facebook de notre comité départemental au début de l'année dernière. Quel rapport entre ces deux événements, vous direz-vous peut-être ? Il existe pourtant un lien entre ces deux anniversaires, même ténu, c'est celui entre l'ancien et le moderne, en un mot, entre le passé et l'avenir. Le premier, qui célèbre la création de l'AVH il y a 130 ans, donne à notre association une certaine notoriété sur la place publique, une représentation sûre auprès des pouvoirs publics, une force de proposition qui est écoutée et respectée. Notre comité de Charente-Maritime se mettra au diapason des autres comités et délégations de France pour célébrer par 3 fois cet événement. Le 16 mars à notre siège social à La Rochelle, le 22 mai à Saintes et le 17 octobre à nouveau à La Rochelle. Nous vous attendons nombreux à l'occasion de ces différentes célébrations, notamment lors des journées portes ouvertes que nous allons mettre en place à La Rochelle et à Saintes. Quant à la première bougie de la page Facebook de notre comité départemental de la VH17, cette création aurait pu passer aux oubliettes à cause de l'événement national de notre association. Mais le dynamisme de sa contribution à la vie de notre comité départemental ne peut être passé sous silence. Cette page Facebook a pris une place importante. Elle est devenue un relais d'information et d'échange de la vie de notre association, autant au plan local, départemental que national. Par ailleurs, elle reflète la richesse, la pluralité et l'ouverture de notre comité sur le monde environnant, de sorte que les déficients visuels ne soient pas en marge de la société, mais y contribuent, même si ce n'est que modestement. N'hésitez pas à consulter régulièrement la page Facebook de l'AVH17, car vous-même, vous pouvez y contribuer en y apportant votre concours. Avec ces différentes célébrations que je souhaite les plus festives possibles, grâce à l'énergie et l'engagement de nos bénévoles qui font vivre notre comité départemental et auquel je suis profondément reconnaissant, je vous souhaite à tous un très beau printemps. Serge Lacotte, président du comité AVH17. Les matériels adaptés. Le téléphone portable vocalisé Minivision. C'est un téléphone portable simple, entièrement vocalisé et pensé pour les personnes souhaitant l'essentiel des fonctions et doté d'une ergonomie soignée, avec un clavier doté de touches séparées et contrastées, d'une taille d'affichage de l'écran et des contrastes ajustables, et encore de synthèse et dictée vocale embarquée. L'avis du CERTAM est le suivant. Limité aux applications fonctions de téléphonie mobile, le Minivision comble un vide depuis la généralisation des smartphones à interface tactile. Avec des retours réactifs, une importante autonomie, une grande simplicité de son interface
et une utilisation par un clavier à touche physique, le Minivision devrait satisfaire de nombreux utilisateurs qui ne ressentent pas l'utilité des nombreuses applications proposées par les smartphones du marché et qui sont souvent rebutés par les manipulations et les gestuels nécessaires à leur utilisation. Par rapport à ces atouts, les points faibles nous semblent vraiment mineurs et perfectibles à condition de bien cibler les besoins présents et surtout futurs de l'utilisateur. Le matériel est garanti 2 ans et son prix est de 369 €. Le séparateur œuf. De forme ovale et en plastique blanc, il est composé de 2 parties, l'une creuse avec 3 fentes pour la séparation du blanc du jaune, l'autre plate avec un revêtement caoutchouté jaune pour la prise en main. Il peut être passé au lave-vaisselle. Pour séparer le blanc du jaune, posez l'ustensile sur le bord d'un récipient, cassez votre œuf au-dessus, le jaune reste dans le séparateur et le blanc est récupéré dans le récipient. Le prix de cet équipement est de 8,90 €. Indicateur de niveau liquide Cricket. Il se présente sous la forme d'un boîtier plastique composé de 3 tiges en métal qui sont les capteurs de niveau et d'un coulisseau destiné au réglage du niveau. Posé sur le bord d'un récipient, il émet un signal sonore lorsque le liquide versé, l'eau, le lait, l'alcool, rencontre les capteurs. L'appareil est prévu pour effectuer plus de 5000 mesures. Son prix, 14 €. Enceinte connectée du type Google Home. Nous vous rappelons que, selon l'avis du CERTAM, l'enceinte Google Home est, de par son principe de fonctionnement, utilisable par les personnes déficientes visuelles. Vous hésitez toutefois à en faire l'acquisition. Alors, sachez que nous pouvons vous mettre en relation avec une personne qui l'utilise et pourra donc vous faire part de son expérience. Premier bracelet GPS vibrant. La start-up NVib, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour renforcer l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, se donne pour mission d'améliorer l'accessibilité des espaces publics. Elle a rejoint l'incubateur de la fonction Voir et Entendre de l'Institut de la Vision. Prenant le contre-pied de GPS auditifs déjà nombreux, NVib fait le pari d'utiliser la vibration seule pour guider ses utilisateurs. Les bracelets, un gauche et un droit, sont connectés à une application dédiée et leurs vibrations permettent un déplacement en autonomie totale. Après une première version destinée à une centaine de personnes en janvier 2019, une deuxième version proposée sous forme d'abonnement et accessible à tous devrait être disponible en mai 2019. Vous êtes curieux et vous souhaitez en savoir plus? Envoyez un mail à contact@nvib.fr. J'appelle contact@n-vibe.fr. La source de cet article est Handicap Zéro. Chronique sociale et juridique. Quel cumul possible de la PCH avec d'autres allocations? La prestation de compensation du handicap, la PCH, est une aide financière versée par le département sur décision de la MDPH. Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie. Son attribution dépend du degré d'autonomie de la personne, de son âge, de ses ressources et de sa résidence. La PCH peut être cumulée avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, mais uniquement pour l'aide de la PCH consacrée à l'aménagement du logement ou du véhicule ou pour compenser d'éventuels surcoûts liés au transport. Elle peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, plus la majoration pour vie autonome. Cette dernière permet aux personnes en situation de handicap vivant dans un logement
de faire face aux dépenses que cela implique. Elle est aussi cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, plus le complément de ressources. Le complément de ressources a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité si la personne est dans l'incapacité de travailler. La source de cette information est servicepublic.fr. Crédit d'impôt pour la transition énergétique. Si vous faites des travaux d'isolation de votre habitation principale ou des dépenses pour le rendre moins énergivore, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour la transition écologique, la CITE. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, CITE, s'applique aux dépenses d'isolation de logement ou d'équipements qui le rendent moins énergivore. Pour en bénéficier, les travaux doivent concerner votre habitation principale, que vous en soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2019. Les travaux doivent être faits par une entreprise qui réalise la totalité des travaux ou qui en sous-traite une partie à une autre entreprise. Pour certains travaux, l'entreprise doit être certifiée RGE. Les travaux concernés sont, et la liste n'est pas exhaustive, les chaudières à haute performance énergétique, sauf celles fonctionnant au fioul, les matériaux d'isolation thermique, hors fenêtres ou portes, les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec une source d'énergie renouvelable, les pompes à chaleur autres que RR, le diagnostic de performance énergétique, quand il n'est pas obligatoire, et 1 par logement par période de 5 ans, le remplacement de fenêtres en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage, la dépose d'une cuve à fioul. On trouve le détail des travaux concernés dans la brochure pratique de l'impôt sur le revenu. De nouveaux billets de 100 et 200 euros. Ils doivent entrer en circulation dans la zone euro à partir du 28 mai 2019 dans le cadre du renouvellement progressif des coupures de la monnaie européenne. Ces nouveaux billets font partie d'une série baptisée Europe car 2 des signes de sécurité utilisés comportent un portrait de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque qui a donné son nom au continent. Les billets de 5, 10, 20 et 50 euros font déjà partie de cette série. Les signes de sécurité des coupures de cette série sont perfectionnés afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. La source de cet article est à nouveau servicepublic.fr. Les élections européennes, les règles du scrutin. Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019 en France. La France élira 79 députés européens, soit 5 de plus qu'aux élections de 2014. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, entraîne une recomposition du Parlement européen au profit de plusieurs États membres sous-représentés, dont la France. Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres relève du libre choix de chaque État. En France, la loi du 25 juin 2018 rétablit une circonscription électorale unique sur l'ensemble du territoire. Cette circonscription unique répond à 3 objectifs selon le gouvernement. Garantir le pluralisme politique, renforcer le caractère européen du scrutin et le rendre plus compréhensible. La circonscription électorale unique est le modèle majoritaire des pays de l'Union, 22 États sur 25. Concrètement, les électeurs vont devoir voter en mai 2019 pour une liste nationale de 79 candidats parmi toutes celles représentées par les partis et groupements politiques. Chaque liste nationale doit en effet compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent être déposées au ministère de l'Intérieur au plus tard le 3 mai 2019. Elles doivent être paritaires, c'est-à-dire être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le dépôt de chaque liste incombe au candidat tête de liste ou à un mandataire désigné par lui.
Les candidats présentés sont élus selon les règles de la représentation proportionnelle, principe commun à tous les États membres. Au scrutin de liste à la plus forte moyenne, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. À noter que pour voter à ces élections, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019. Locomotion accessibilité. Pourquoi se former à la locomotion? Une baisse importante de la vue ou la perte de la vision peut entraîner l'insécurité et un manque d'aisance dans les déplacements. La locomotion, enseignée par des instructeurs de locomotion, est une rééducation fonctionnelle qui s'adresse non seulement aux personnes aveugles, mais aussi à celles dont les possibilités visuelles ne sont plus suffisantes pour leur permettre des déplacements en sécurité. Cette rééducation leur permet de retrouver une plus grande autonomie, sécurité et confort dans leurs déplacements. S'appuyant sur des acquis en psychomotricité, l'apprentissage de la locomotion permet le développement de différents moyens de compensation, sens de l'observation, sens de l'orientation et de la représentation mentale de l'espace, utilisation des repères et de la mémoire, ainsi que du raisonnement et de la réflexion logique, le développement de la vision fonctionnelle lorsque le potentiel est suffisant. Elle permet aussi l'utilisation de techniques bien spécifiques de locomotion afin de traverser, s'orienter, repérer, prendre un transport en commun. En cas de cécité totale ou de malvoyance sévère, le rééducateur en locomotion propose la plupart du temps une canne blanche de détection, à ne pas confondre avec la canne signalétique. Celle-ci doit être utilisée selon des techniques précises demandant un apprentissage rigoureux. Grâce à la locomotion, la personne déficiente visuelle peut mieux appréhender les obstacles et les dénivellations et ainsi acquérir une indépendance dans les déplacements. Si, déficient visuel, vous hésitez encore à vous former à la locomotion, sachez qu'on peut vous mettre en relation avec des personnes qui en ont l'expérience et qui pourront vous apporter leur témoignage. La source de cet article est AVH et ARAD-DV. Chien guide. Le chien guide est une aide au déplacement pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il leur apporte plus d'autonomie dans la vie quotidienne, ce qu'un chien guide d'aveugle sait faire. Il sécurise les parcours et permet de 1. Éviter les obstacles, 2. Repérer les bordures et les trottoirs, 3. Se déplacer plus rapidement dans la foule, 4. Repérer un escalier et monter ou descendre en confiance. Un chien guide apporte également du confort dans les déplacements et permet, d'une part, de marcher avec plus de fluidité et de rapidité, d'autre part, d'être moins fatigué, encore de trouver facilement les passages piétons, portes, arrêts de bus, boîtes aux lettres, et aussi compter sur l'aide de son chien guide qui mémorise les trajets fréquents et retrouve le retour sur les nouveaux trajets. Comment identifier un chien guide? Par la carte de mobilité inclusion du maître, le certificat d'identification du chien guide et enfin le harnais du chien guide. Bienvenue aux chiens guides et à leur maître. Les chiens guides d'aveugles, de par leur statut particulier, sont maintenant autorisés à entrer dans tous les lieux ouverts au public et dans tous les transports, sans exception et sans facturation supplémentaire. La loi du 11 février 2005 rappelle ces droits et les dispense de porter une muselière. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les avantages et les contraintes qu'apporte un chien guide, sachez que nous pouvons vous mettre en relation avec un bénévole capable de vous faire part de son expérience. La source de cet article est le guide de la DMA. Suppression des feux tricolores. Depuis plusieurs années, sous la pression d'ingénieurs de la voirie et des groupes écologistes, les municipalités sont incitées à supprimer des feux tricolores présents à certains carrefours ou sur des traversées piétonnes. Les motifs invoqués.
Pour les spécialistes de la voirie, les feux tricolores seraient générateurs d'accidents pour les véhicules et pour les écologistes, les feux provoquent un surcroît de pollution atmosphérique et sonore dû à l'arrêt prolongé des véhicules. Enfin, et ce qui n'est pas à négliger, supprimer les feux permet d'économiser sur les frais de leur entretien. La suppression des feux et l'assistance vocale qui leur est parfois associée constitue donc à l'évidence un recul pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles, mais aussi pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les enfants, les personnes avec une poussette. Les feux restent le seul moyen de traverser en sécurité. Sans feu, il faut oser se lancer, et à des endroits compliqués, cela pose un réel problème et génère du stress supplémentaire. Ajoutons à cela que les véhicules sont de plus en plus silencieux, ce qui augmente le risque de ne pas les détecter à temps et de s'engager à tort sur la chaussée. 45 feux ont déjà été supprimés à Bordeaux, 7 à Grenoble, Lyon, Villeurbanne, Rouen et Paris prévoient ou ont déjà supprimé des feux tricolores. On peut donc craindre que cette tendance se répande. Il est donc crucial d'être vigilant et de se tenir informé des projets de notre commune pour faire entendre notre voix et exiger que nos besoins soient pris en compte. Nous sommes des citoyens à part entière et à ce titre, nous avons droit à un maximum de sécurité lors de nos déplacements. La source de cet article est Pascal Isel dans Louis Braille. Mobilibus Osez Yellow. Des volontaires en service civique de l'association Unicité, en partenariat avec la CDA de La Rochelle et la RTCR, proposent d'accompagner les plus de 60 ans à se familiariser à l'utilisation des transports en commun. Cet accompagnement s'adresse aux personnes domiciliées sur les communes de la CDA et pouvant se déplacer seules. Il est gratuit et se déroule en dehors des vacances scolaires. Comment ça marche ? Premièrement, appelez au 05 46 34 98 65. Je répète, 05 46 34 98 65 du lundi au jeudi de 9h à 17h en dehors des vacances scolaires. Deuxièmement, un rendez-vous est pris pour réserver les 3 trajets de votre choix durant lesquels votre coach vous accompagne. Et troisièmement, ces 3 trajets vous sont offerts et prendre le bus fera partie de votre quotidien. La source de cette information est le CCAS de La Rochelle. L'avis de l'association. Sur l'agenda du comité pour le secteur de La Rochelle. Mardi 5 mars à 18h, réunion d'information et d'échange. Jeudi 14 mars à 8h, rencontre avec les étudiants du Greta IFAS au lycée d'Oriol. Le vendredi 15 mars à 12h, partenariat avec EDF et repas pris avec les collaborateurs. Samedi 16 mars de 10h à 18h, portes ouvertes du comité AVH 17. Jeudi 21 mars à 12h, déjeuner dans le noir au restaurant universitaire. 18h, réunion papote. Jeudi 28 mars, jeudi 18 avril et jeudi 23 mai à 15h, atelier mémoire. Tous les jeudis à 10h30, atelier d'anglais. Et tous les jeudis à 13h30, yoga dans le local du comité. Secteur de Saintes et Rochefort. Mercredi 20 mars et 3 avril à 14h30, réunion amicale à la salle Gérard Philippe. Mercredi 3 avril à 14h, formation de 15 agents de la CDA à Rochefort. Secteur de Surgères, vendredi 8 mars et vendredi 8 avril à 14h30, réunion amicale à l'OFAS. Et pour tous les secteurs, jeudi 16 mars à 15h, assemblée générale du comité. Festival Hop de La Rochelle, et les animations proposées sont les suivantes. Samedi 23 mars, balade des flous, #12. Rendez-vous à 10h au pied de la Grande Roue, place de la Motte Rouge, pour un parcours de 6 km qu'on appelle les Endiablés EZ.
Samedi 23 mars de 14 à 17 heures au salon de thé bar Les Trois Canons, dans le quartier du Gabu, se déroulera le premier Handi Café. Il est accessible à tous, une consommation obligatoire, et c'est organisé par les Endiablés. Samedi 6 avril de 14 à 17 heures, découverte d'un jardin collaboratif guidé, et le goûter est offert, 7 places maximum. Si c'est bien sûr suivant la météo, et c'est reporté s'il y a de la pluie. Au minime, proche du lycée hôtelier, et il faut réserver au comité AVH 17. Dimanche 7 avril, Caroline et clairvoyant pour Hop, on bouge à l'école Pierre-Loti, la bourse au vélo, avec démonstration de tandem, parcours canne blanche dans la rue, etc. Dimanche 14 avril, de 14 à 17h30, le Canatathon, faire expérimenter aux valides la canne blanche sur un parcours de 800 mètres les yeux bandés. Accueil et départ sur la place des Cordeliers, 15 places disponibles pour le parcours et il faut s'inscrire obligatoirement au comité AVH 17. Journée portes ouvertes du 16 mars 2019. À l'occasion de ses 130 ans, le comité Charente-Maritime de l'AVH vous accueille lors de sa journée portes ouvertes qui se tiendra le samedi 16 mars 2019 de 10h à 18h dans ses locaux au 20 rue Gambetta à La Rochelle. À cette occasion, vous pourrez profiter d'animations pensées autour des nombreuses activités et services que nous vous proposons tout au long de l'année sur La Rochelle et les autres villes du département, telles que vente et démonstration de matériel adapté, par exemple Victor, le matériel de cuisine, les cannes blanches, ou après-midi jeux de société accessibles à tous, ou cours de braille et d'informatique adaptés, ou cours de yoga adaptés, ou cours de conversation anglaise, les sorties culturelles adaptées, les projets autour de l'audio-description cinématographique, la carte sonore dans les restaurants, le témoignage d'un bénévole accompagné de son chien guide, les informations sur la MDPH et vos droits, etc., etc. Des poissons et des gâteaux vous seront proposés pour agrémenter votre visite. Le détail de la journée vous sera révélé très prochainement par courriel auprès de notre accueil téléphonique, mais aussi sur notre site internet et notre page Facebook. Alors, notez dès à présent la date du samedi 16 mars 2019 sur vos agendas pour ne rien manquer de cette belle journée. Marche nationale pour la vue, le bilan 2018. Notre comité a participé pour la première fois en 2018 à la Marche nationale pour la vue, dont le principal but est de récolter des fonds pour la recherche en ophtalmologie. Pour sa 3e édition, à l'appel de l'association IRRP, Information Recherche Rétinite Pigmentaire, plus de 2000 participants dans près de 50 villes sont venus marcher pour la vue à travers toute la France. 44 000 € ont été ainsi récoltés, 25 000 par les marcheurs et 19 000 par les partenaires financiers, et cette somme a été remise à des organismes de recherche, 13 717 € à l'Institut de la Vision à Paris, 11 000 € à l'ISTEM d'Evry, 10 000 € au CHU de Nîmes, 699 € à l'INSERM de Montpellier et 6 091 € au CHU de Nantes pour l'INSERM unité 1089. Continuons à soutenir la recherche, il reste beaucoup à faire. Partenariat de l'AVH 17 avec Charente Tourisme. Depuis de nombreuses années, l'AVH 17 est très impliqué dans le processus d'évaluation des sites touristiques qui sont candidats à la marque Tourisme et Handicap. En partenariat avec Charente Tourisme, qui propose aux professionnels conseils et évaluations en vue d'obtenir la marque, 2 évaluateurs diplômés du comité, Alain de Chazot et Didier Boisseau, accompagnent et secondent sur le terrain M. Beck, chargé de l'évaluation des professionnels. L'AVH a déjà été très active en ce début d'année 2019
avec 4 journées de visite qui ont amené Alain et Didier dans plusieurs gîtes, chambres d'hôtes, offices de tourisme et un hôtel sur l'île de Léron. Après cette première évaluation, les candidats reçoivent les points à rectifier si nécessaire et ensuite les dossiers passent devant une commission qui statue sur leur demande. Les dossiers acceptés reçoivent le label Tourisme et handicap pour au moins 2 des 4 handicaps et doivent le renouveler tous les 5 ans. Les établissements sont mis en avant dans les différents sites touristiques du département et sur le site national. Le département de Charente-Maritime peut être fier d'être le premier département de France en nombre de sites labellisés de toutes sortes, du camping à la chambre d'hôte, mais il reste beaucoup de travail à faire pour arriver à un nombre significatif de sites labellisés. L'AVH 17 est entièrement mobilisé pour améliorer encore le nombre de sites et encourager les professionnels à se porter candidats. Et cet article est signé Alain et Didier. Santé des yeux. Focus sur le tabac et l'exercice physique pour les patients ayant une rétinite pigmentaire ou une dystrophie rétinienne. Les rétinites pigmentaires, indépendamment des mutations et du gène causal, sont caractérisées par une perte lente, constante des photorécepteurs, les bâtonnets, et à l'origine des difficultés de vision de nuit, puis en faible luminosité et de la réduction progressive du champ visuel périphérique. L'acuité visuelle centrale de lecture, d'écriture et de reconnaissance des visages est la plus préservée sur une très longue période, possiblement toute la vie du patient, sauf dans certaines formes où cette atteinte peut survenir plus tôt, soit par un œdème de la macula, qui peut être traité par du Diamox en gouttes ou en comprimé, mais avec une efficacité variable et inconstante, soit par une atteinte atrophique. Les bâtonnets, 100 millions, des patients ayant une rétinite pigmentaire ont donc des difficultés de fonctionnement et vont évoluer vers une perte programmée. Ces bâtonnets, comme tout neurone, ont donc besoin d'un environnement parfaitement adapté en micronutriments, acides aminés essentiels, ions, etc. Ceci justifie donc d'avoir une alimentation variée, équilibrée, riche en fruits et légumes, riche en antioxydants qui protègent de la mort cellulaire, avec du poisson 3 fois par semaine, qui lui protège par le pigment xanthrophile les photorécepteurs centraux. Au-delà de la qualité de l'alimentation et de son intérêt pour ralentir la perte des photorécepteurs, 2 présentations orales du congrès RD 2018 ont porté sur le rôle délétère du tabac qui favorise l'atrophie et l'atteinte de la vision centrale, et sur le rôle protecteur neurotrophique d'une activité physique quotidienne modérée. À chaque bouffée de tabac, 17 puissance 17 molécules oxydantes, des radicaux libres toxiques pour les cellules neuronales et favorisant la mort cellulaire, sont assimilées par le patient. Le tabac, par ces toxiques, va induire de différenciation de l'épithélium pigmentaire. Les mitochondries sont indispensables en tant que source d'énergie de la cellule. Le tabac favorise aussi la mitophagie, mort de l'épithélium pigmentaire détruit par la mitochondrie altérée. De tels effets toxiques sont aussi notés dans la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, et également la DMLA atrophique. Le tabac est donc toxique pour la rétine centrale et les neurones. L'activité physique régulière modérée, modèle souris 1 heure sur un tapis, permet de ralentir de façon significative le processus de perte cellulaire. Cette action de protection serait médiée par l'augmentation de la production par l'organisme de facteurs protecteurs dits neurotrophiques. Le rôle d'une activité physique régulière non intense est également démontré dans la maladie de Parkinson et dans la maladie d'Alzheimer. Conclusion. Au-delà des multiples thérapies émergentes, il est important de suivre une alimentation équilibrée
de ne pas fumer, d'avoir une activité physique quotidienne et modérée, pas besoin d'être un sportif de haut niveau, et de se protéger de la lumière pour ralentir la perte des photorécepteurs. Article signé du professeur Isabelle Meunier et Dr Béatrice Boquet du CHU de Montpellier dans le bulletin de l'IRPP de décembre 2018. Petite histoire de l'opération de la cataracte. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on pratique la technique millénaire de l'abaissement du cristallin. Elle consiste à introduire dans l'œil, sans anesthésie, un stylet non stérile et à basculer le cristallin cataracté dans le vitré grâce à des mouvements rapides. L'introduction du stylet va permettre de pousser le cristallin. Le taux de complication était bien sûr élevé, mais on ne sait pas à combien il pouvait s'élever. Ce type de chirurgie existait déjà du temps de Sommer, ainsi qu'en Inde et en Chine, il y a environ 4000 ans. Déjà, le code d'Hammurabi, visible au musée du Louvre, permettait de prévoir cette chirurgie et précisait même les pénalités pour le chirurgien en cas de complications. Les mains coupées, par exemple. Plus tard, Bartisch, en Allemagne, exposa clairement la technique et la publia en 1583. En France, on retrouve encore cette technique en 1875. De nos jours, cette technique est encore pratiquée en Afrique par des sorciers chirurgiens qui essaient ainsi d'éviter la cécité aux populations cataractées. En 1750, c'est le chirurgien français Jacques Daviel qui, le premier, pratiqua l'extraction du cristallin après s'être entraîné sur des cadavres et des animaux. Il aurait opéré jusqu'à sa mort en 1762 206 malades, dont 182 avec succès. Mais on ne sait pas trop quel résultat il a obtenu en termes d'acuité visuelle. Cette technique sera utilisée en France jusqu'au milieu du XIXe siècle et n'a pas cessé depuis lors de s'améliorer. L'invention de l'anesthésie générale fut un grand progrès et permit de faciliter grandement la chirurgie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Puis, on eut recours à l'anesthésie locale, d'abord par la cocaïne, puis par la rétrobulbaire qui permettait d'immobiliser l'œil et de bien l'insensibiliser. Après la Deuxième Guerre mondiale, on assista à l'introduction de la microchirurgie avec les microscopes perfectionnés dans les années 50. En 1967, l'américain Kellman inventa la phacoémulsification qui permet de fragmenter le cristallin et de ne faire qu'une petite incision, actuellement 2,8 à 3 mm, et on réalise une extraction extracapsulaire du cristallin. Actuellement, on réalise des extractions par phacoémulsification ultrasonore et on place un implant souple pliable dans le sac capsulaire. La petitesse de l'incision, 3 mm, permet de ne pas mettre de suture. On met parfois des implants qui permettent la vision de loin et la vision de près. Ce sont des implants multifocaux ou diffractifs. Demain, on attend la chirurgie par phacolaser, avec une incision qui fera environ 1 mm de moins. Le problème reste la mise en place de l'implant, à moins que l'on arrive à injecter un polymère dans le sac capsulaire pour remplacer l'intérieur du cristallin. On peut espérer conserver une certaine accommodation. À suivre donc. Source de cet article, la SNOF. Ainsi se termine la lecture du numéro 41 du Flash Info de mars 2019. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au prochain numéro. Jean-Michel. Et je termine par les mentions légales. Responsable de la publication Serge Lacotte, président du comité AVH 17. Le téléphone 05 46
41 26 03. L'adresse mail comité.larochelle@avh.asso.fr et le site internet http://larochelle.avh.asso.fr. Les numéros de téléphone pour Saintes et Rochefort 06 64 87 03 98. Je répète 06 64 87 03 98. Pour Surgères 06 64 03 89 32. Je répète 06 64 03 89 32. Et enfin, pour Royan, 05 46 41 26 03. Je répète, 05 46 41 26 03. Au prochain numéro, au revoir. Culture et loisirs, activités culturelles. Voici le programme que Florence vous propose. Mercredi 6 mars à 17h, au Musée d'Histoire Naturelle de La Rochelle, une conférence sur les abeilles mellifères à l'état sauvage. Le prix, 3 €. Le lundi 11 mars de 15h30 à 16h15, dans le local de l'AVH, une lecture à haute voix par Carole Gast, qui est une conteuse, et c'est gratuit. Le mardi 12 mars de 10h20 à 11h20, à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines, une sieste musicale de 30 minutes, installée dans un transat, écoute musicale de genres variés, classique, jazz, musique du monde, qui sera suivie d'une lecture à haute voix par l'animatrice Sylvie et Florence de l'AVH de 15 minutes. Des textes variés, des extraits de nouvelles, des poésies, des textes humoristiques et des citations, et c'est gratuit. Une participation de 5 personnes au minimum est requise. Le samedi 23 mars à 20h30 à la Coursive de La Rochelle, Retour à Reims, une pièce d'après le livre de Didier Héribon, mise en scène par Thomas Ostermeyer. Une autobiographie de Didier Héribon, un spectacle en audio-description de 2 heures. Dans un studio d'enregistrement, une actrice, Irène Jacob, enregistre le commentaire d'un documentaire. Possibilité de visiter de manière tactile l'espace scénique avant 20h30. Le prix est de 14 € et il est payable à l'AVH. Le vendredi 5 avril 2019 à 20h30, au théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort, au 101 rue de la République. Le téléphone est le 05 46 82 15 15. Je répète, 05 46 82 15 15. La pièce Don Juan ou le festin de Pierre, d'une durée de 2 heures. En tarif groupe, c'est à 23 €. Les réservations se font auprès de Florence au 06 89 76 09 58. Je répète, 06 89 76 09 58, ou possibilité de réserver auprès de Micheline. Le mardi 30 avril de 10h20 à 11h20 à la médiathèque de Villeneuve-les-Salines, une sieste musicale de 30 minutes suivie d'une